Merci encore de votre présence à ce webinaire dédié à la cybersécurité, comment protéger son environnement numérique, sujet ô combien important. Mathieu Roy, donc en tant qu'expert infrastructure cloud et sécurité, sera notre expert. Mathieu, je te laisse la main. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première semaine de vacances. Et si on est ensemble, c'est qu'on n'est pas en vacances. Mais c'est pas grave, on va quand même passer un moment sympa. J'espère que vous avez pris un petit café ou un grand, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, donc vous en aurez peut-être besoin à mi-session, histoire de rester éveillé. Voilà, moi je suis dans une salle de réunion avec mes collègues. Donc il y a Teddy qui est un consultant en sécurité qui est présent, et puis Erwan Michel également, qui est directeur de la division infrastructure, qui est là pour ceux qui le connaissent. Normalement, tout le monde voit mon écran. On va pouvoir comme ça démarrer sur la thématique, donc comment sécuriser son environnement numérique. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc Mathieu Roy, moi je suis en charge de la partie direction technique de l'équipe infrastructure chez Triad. Voilà, donc il représente toute l'équipe infrastructure pour le groupe Isatech France. Voilà, pour avancer et voir un petit peu l'agenda de cette matinée qui va être fortement croustillante. Petit rappel un petit peu sur le contexte actuel auquel on est tous soumis, en fait, par rapport aux enjeux du moment. On va passer après pour voir pourquoi se protéger, comment se protéger, et voir comment on pourrait évaluer notre niveau de sécurité. Alors, un petit temps de conclusion et de questions-réponses à la fin. L'idéal, c'est d'avoir 10-15 minutes pour échanger avec vous, plus si besoin. On n'a pas de contraintes derrière, donc si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas surtout à en poser. On démarre par le contexte. L'idée, c'est un petit peu finalement de reprendre les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont finalement on va dire dans la continuité suite de ce qu'on a connu avec la Covid-19. Tout ce qui va finalement porter autour du télétravail et de la mobilité, c'est des choses qu'on pouvait connaître par le passé avec certains de nos collaborateurs qui avaient besoin de cette mobilité, mais finalement qui ne représentaient pas l'ensemble des collaborateurs qu'on avait dans l'entreprise. Et finalement, ce phénomène, il s'est décuplé avec cette crise sanitaire, nous amenant avec des complexités de gestion et ce qui ont imposé de faire face à plusieurs problématiques. Donc, nos collaborateurs qui sont à domicile plus régulièrement, l'utilisation de multipériphériques, sur des appareils pro personnels également qu'on a dû avoir à gérer. Donc, tout ça exposant un petit peu plus finalement le système d'information qu'on pouvait l'avoir par le passé. On se rend compte qu'en fait, ce passage au télétravail, alors qu'il est un petit peu à différents degrés selon les organisations, qui est un petit peu moins pratiqué, qui est toujours pratiqué, voire imposé dans certaines, finalement, on y est soumis. Puis c'est quelque chose qui, dans tous les cas, a l'air de plutôt rentrer dans les mœurs maintenant, et il va falloir qu'on soit obligé, dans tous les cas, de se dire c'est un fait maintenant, une obligation d'avoir du télétravail pour les collaborateurs. Ça amène plusieurs questions. Finalement, comment je vais pouvoir donner accès à mes employés des applications critiques qui sont, moi, hébergées sur site, hein. Comment je vais les aider finalement à se protéger contre l'augmentation des attaques de phishing, hein. Ça, vous en avez peut-être déjà subi ou en subissez assez régulièrement, et pour le moment, ils ont peut-être pu être bloqués. Voilà, c'est quelque chose qui est depuis 2 ans là, fortement décuplé. On a la partie également, comment je peux s'assurer en fait que les appareils que j'utilise sont sécurisés, les périphériques, hein, donc qui sont utilisés. Et derrière, comment je pourrais également protéger mes données en fait confidentielles, hein, pour éviter qu'elles puissent être utilisées sur des périphériques qui n'appartiennent pas à l'entreprise, voilà, éviter qu'elles sortent de l'entreprise. Donc ça, c'est différentes problématiques qu'on peut rencontrer au sein des organisations à différents niveaux. Pourquoi donc protéger mon environnement collaboratif? Et finalement, en fait, c'est un petit peu se baser sur le principe, il n'y a pas que les très gros qui vont subir des cyberattaques, il n'y a pas que les entreprises du CAC 40, il n'y a pas que les centres hospitaliers qui sont aussi fortement ciblés, mais tout le monde est vulnérable aux cyberattaques. Et c'est vrai que finalement, des fois, on entend en se disant, moi, je suis trop petit, je suis pas trop exposé, j'ai pas trop de raison d'être attaqué, je suis moins connu que le très gros qui est à côté de moi. À la rigueur, oui,
Et puis, pareil aussi, le dernier point, c'est vrai que c'est mes données, le pirate, elles sont pas très importantes. C'est quoi qui va l'intéresser? Ça tombe bien, c'est pas vraiment vos données qui va intéresser le pirate, c'est l'argent que vous pourrez lui donner pour ces données-là. Vu que les données, elles sont importantes pour vous et pour l'entreprise. Donc, c'est plutôt sur ce phénomène-là qu'on rencontre. Même si ça a évolué, il y a encore des fois des petits freins. On revoit un petit peu finalement des exemples d'attaques qui ont pu avoir lieu. Le coup d'attaque par l'email, hein. On va tromper en fait des collaborateurs en usurpant l'identité du PDG. Voilà, hop, on détourne un petit paiement à 5 000 €. C'est pas très gros, mais bon, il y en a un qui est content. Il a pu s'acheter plusieurs super suites à capuche pour avoir réussi à dérober 5 000 €. Donc ça peut être des attaques assez faciles en fait qui peuvent être opérées. On peut en avoir une autre aussi où c'est une fois qu'on a usurpé l'identité au sein du SI, demander en se faisant passer pour le PDG ou le directeur financier d'effectuer des virements bancaires. Voilà, donc si c'est bien préparé, on peut amener comme ça à faire de l'arnaque au RIB ou virement bancaire de façon assez simple. Voilà, il y a plusieurs entreprises comme ça qui se sont fait avoir sur cette arnaque au RIB par l'usurpation d'identité. D'autres dans lesquelles qui vont expliquer voilà, il y a pu y avoir l'attaque a pu être empêchée par rapport à quelque chose qui était différent dans le process habituel. Voilà l'exemple d'une entité qui a la chance d'avoir apparemment des commandes plutôt à 7 chiffres régulièrement, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, qui ont une commande à 6 chiffres, finalement, c'est un petit peu alerter les personnes. Voilà, on peut se rendre compte qu'aussi à un moment donné, des contrôles humains peuvent être importants aussi également pour bloquer ce type d'attaque. Voilà, et on peut voir, hein, c'est pas forcément des très gros montants, ils sont pas toujours venus chercher 600 000 €. Sauf dans ce cas-là, finalement, il a peut-être pas été assez gourmand, ce qu'on se disait avec Teddy, pas de bol, il a pas tapé un million d'euros ou plus, sinon ça passait. Voilà, il fallait être un peu plus gourmand à ce moment-là. Euh, à revoir et à toujours garder à l'esprit, c'est vrai que finalement, beaucoup d'attaques commencent par les mails, hein, vu que ça reste finalement le moyen de communication le plus utilisé. C'est là qu'on a le plus de chances de toucher les utilisateurs, hein. Et pourquoi en fait c'est très utilisé? Parce que la faiblesse finalement des solutions qui sont en place pour amener une protection, voilà, sont vraiment très poussées. On a aussi le fait que nos utilisateurs finalement sont pas forcément trop formés ou informés. Donc on avait utilisé un petit peu leur naïveté pour essayer de les usurper, de récupérer leurs identifiants. Un très joli mail leur demandant de sécuriser leur mot de passe parce que le SI met des choses en place et hop, c'est parti. On fait confiance au SI. S'ils nous disent de faire, on fait. Attention quand même à cette partie-là. Donc fortement utilisé. C'est utilisé, mais pas que. Vous avez peut-être pu voir depuis quelques mois maintenant, bientôt un an, on voit les attaques sur tout ce qui est failles 0 day, qui sont de plus en plus importantes et exploitées. Alors pour rappel, hein, les failles 0 day, donc c'est les premières failles critiques découvertes, hein, qui ne sont pas encore corrigées par les éditeurs et qui sont exploitées rapidement. Donc, vous avez beaucoup de communication dernièrement opérée par l'ANSSI ou même par des éditeurs, que ce soit Microsoft avec ses solutions Exchange qui est très ciblée. Vous avez également tout ce qui est boîtier de sécurité, Fortinet, Palo Alto. Voilà, tout le monde a des failles 0 day en fait. C'est également assez exploité dans l'entreprise et ça permet d'avoir des moyens de rentrer sans se faire voir sur votre système d'information. Donc, point important également à prendre en compte qui se développe de plus en plus. Si on reprenait un petit peu finalement toute cette genèse, ce déroulement d'une attaque qui va pouvoir nous intéresser pour se dire, une fois que je sais comment ça se développe, comment ça va se dérouler, à quel endroit il va être important que j'agisse pour essayer finalement de bloquer et d'épuiser l'attaquant pour qu'il aille voir ailleurs. Donc pour voir un petit peu sa partie de pêche, hein, c'est un peu comme quand voilà, il va en mer pêcher du gros poisson, c'est un peu compliqué pour avoir tendance à abandonner s'il y a beaucoup de résistance. L'idée, c'est ça, c'est qu'on mette en place de la résistance à un endroit donné. Les grandes étapes, première étape, en fait, ça va être la reconnaissance. Là-dessus, on va pas trop pouvoir le bloquer, là, le cybercriminel. Il va finalement faire de la recherche pour choisir sa cible. Vous le savez pas forcément. Vous pouvez pas identifier qu'il est en train de faire une analyse sur vous, mais il va se servir de tout ce qu'il va retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, les communications, voilà, toutes données qu'il y aurait sur l'entreprise. Les réseaux sociaux sont souvent très intéressants. Encore plus les professionnels, c'est là qu'on peut essayer de ficeler un petit peu les interactions entre des personnes. La deuxième étape, une fois qu'il a décidé de vous choisir, vous êtes l'heureux élu, on va dire, hein, pas dans le bon sens malheureusement, ça va être de l'intrusion. En fait. Comment je vais pouvoir rentrer dans le SI?
C'est là qu'on pouvait avoir des choses à opérer sur comment je peux essayer de le contraindre ou du moins l'épuiser, de se dire trop compliqué à rentrer, j'arrête, je vais aller sur un autre qui est beaucoup moins protégé, qui pense qu'il peut pas se faire attaquer. Une fois qu'il va être rentré, bah, deuxième étape, là vous ne l'avez pas vu, hein, il est tranquillement installé dans un fauteuil dans l'entreprise et il va partir à la recherche des données. Donc c'est tout ce qui est découvert du système d'information, la diffusion au complet en fait, pour se propager tranquillement de poste en poste, de serveur en serveur, menant sa petite analyse tranquillement sur le système d'information. Une fois qu'il aura trouvé bien toutes ces données, quatrième étape, l'exploitation. Là, l'idée, c'est d'arriver jusqu'à l'obtention des droits administrateurs, hein. Quitte à ce que je vous pique des données, que je vous demande une rançon, l'idée, c'est quand même que vous soyez très embêté pour récupérer vos données et les restaurer. Et d'essayer d'être, dans le meilleur des cas, dans l'optique qu'il n'y ait que moi, en me payant, qui puisse vous redonner vos données. Donc ça va être son objectif, obtenir les mots de passe administrateurs pour après pouvoir lancer son attaque, l'attaque se décomposant en exfiltration de données et ensuite paralysie du système d'information. Le moment où il va lancer l'attaque, ça va être très rapide en fait. Ça pourra faire quelques mois qu'il est déjà rentré dans le système d'information. Le moment où il va le lancer, en quelques minutes, le SI va être paralysé et vous serez obligé de passer en cellule de crise. Son objectif, hein, il est clair, hein, c'est pas comme ce qu'on voit sur beaucoup de photos, avoir une collection de sweats à capuche, tous mieux les uns que les autres, mais vraiment récupérer de l'argent en fait de cette attaque. Et c'est ça vraiment qui va être intéressant et son objectif pour lui. Une fois qu'on a compris cette genèse, si on voit un peu plus en détail, mon joli ami à capuche et à lunettes, hein, qui va vouloir lancer une attaque sur notre système d'information, sur quoi il va miser? Deux types d'attaques assez classiques, hein, l'attaque par phishing, donc l'attaque par mail, ou l'attaque par brute force, où je vais tenter de trouver le mot de passe assez rapidement. Si je prends ma première attaque par phishing, hop, je vais la lancer, elle va arriver sur mon petit utilisateur très content, voilà, la vie est belle, il adore les Lego, c'est génial. Il va recevoir ce gentil mail et se dit: «Oh, c'est super, on me demande de me connecter à un service. Bah, je vais le faire». Je clique sur l'URL, j'arrive sur un super site web. «Oh, mais c'est génial, c'est le site web que j'ai l'habitude d'aller». Bon, bah, j'ai cliqué et je me suis connecté. Bon, bah, finalement, tout n'était pas si super que ça, parce que les données ont été bien sûr données aux pirates qui avaient pris le temps, hein. C'est pas un jeune adolescent dans sa chambre qui a lancé l'attaque, mais voilà une organisation qui est bien rodée et avait pris le temps en tout cas de faire un vrai faux site comme il se doit pour vraiment tromper l'utilisateur. L'utilisateur, lui, n'a pas vu finalement la tromperie, a donné ses identifiants et la compromission du compte a eu lieu. Le pirate a donc récupéré un identifiant et un mot de passe et va donc pouvoir actuellement se connecter sur le système d'information. Première compromission et première entrée de l'attaquant, donc première intrusion finalement dans notre système d'information. L'autre type d'attaque qu'on peut avoir par mail, ça peut être par la pièce jointe. On pourrait combiner les deux, hein, aussi. Mais je pourrais avoir la pièce jointe finalement en l'ouvrant qui va exécuter un petit programme qui va donc s'installer sur notre poste de travail. Et ça, l'utilisateur ne le voit pas. Super, c'était un super document Word ou un fichier Excel avec des petites macros. Ceux-là, on en est friand, des macros dans les fichiers Excel. Finalement, il y avait un petit code de caché dedans qui a permis l'installation d'un logiciel sur le poste. Là aussi, compromission en fait du poste. Le pirate a donc un accès direct à l'ordinateur pour rentrer sur le système d'information. Autre attaque également qui va demander un petit peu moins d'effort aux pirates, hein, c'est l'attaque par brute force. Deux moyens en fait, hein. Soit en fait j'utilise un petit bot qui va utiliser toute une base de données de mots de passe qui est chaque jour de plus en plus garnie en fait pour tenter de s'authentifier sur le compte de l'utilisateur à répétition jusqu'à trouver le bon mot de passe. Autre solution également, ça peut être les fuites de données. Voilà, l'identifiant et le mot de passe a déjà été hacké par quelqu'un qui a finalement diffusé les informations sur internet et elles sont disponibles pour les attaquants. Donc la compromission se fait vraiment à plusieurs endroits. On peut voir qu'une fois que je rentre par le mail, je peux avoir deux étapes de compromission, soit redonner des identifiants et mots de passe, soit avoir un accès à l'ordinateur. Et également l'aspect faiblesse des mots de passe qui peut également être un point important, qui peut être exploité par les attaquants. Ça, on est d'accord, hein, que c'est que la première étape, la compromission et l'intrusion en fait dans le SI. Mais c'est finalement à ce niveau-là que ça va être important de pouvoir agir déjà sur comment
sécuriser cette partie-là, sur la partie messagerie, comment éviter que je clique sur des mauvais sites web, comment éviter qu'un programme puisse venir s'installer sur mon poste sans que je le vois. L'antivirus, lui, est tranquillement en train de regarder ce qu'il connaît déjà s'exécuter. Ça tombe bien, ce qui est venu n'est pas connu. Donc, notre antivirus est tout serein. Et comment aussi traiter cette partie problématique de mot de passe. Comment se protéger sans forcément avoir une licorne et un drapeau pour partir à la chasse aux pirates. Comment on va se protéger en fait? Comment on va aider nos utilisateurs à se protéger? 5 points importants en fait qui vont pouvoir nous aider, c'est comment je vais me protéger contre le phishing, comment améliorer cette protection. Comment protéger mes identités, faire en sorte que ces mots de passe là assez faibles puissent aider l'utilisateur à contrer cette problématique-là. Comment je vais protéger mes données? Comment protéger mes périphériques pour éviter que des choses inconnues se passent dessus? Et comment sensibiliser mes utilisateurs? Donc c'est les 5 points qu'on va voir ensemble et qu'on va détailler. Déjà, première approche qui peut être à prendre en compte, c'est ce qu'on entend un petit peu à droite, à gauche, l'approche zéro trust sur finalement, c'est avoir dans l'idée que bien que j'ai des protections, des solutions de sécurité, la violation est toujours possible. Je ne suis pas à l'abri de m'être fait attaquer et d'avoir une attaque qui est en cours. Donc ça amène plusieurs éléments, hein. L'application stratégie de sécurité à différents niveaux, hein, que ce soit au niveau des identités, des appareils, et tout ce qui va cibler mes données, mes applications, l'infrastructure et le réseau. Voilà. Gardez après vraiment à l'esprit la partie vérifier explicitement ce qui est fait. Utilisez plutôt des accès à privilèges minimum, c'est-à-dire que globalement, avoir un compte utilisateur où je suis administrateur du SI n'a pas sens dans l'usage quotidien, mais plutôt passer par des processus d'élévation de privilèges quand le moment est venu. Et supposer que vous avez une violation de sécurité, que voilà, quelqu'un a réussi à entrer sur le système d'information pour améliorer vraiment la partie sécurité. Si on prend la première étape, donc se protéger contre le phishing, pourquoi? C'est simplement ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Les mails, c'est ce qui est le plus utilisé et c'est le point d'entrée préférentiel en tout cas pour entrer dans le SI. Quelles solutions existent? Il y en a plusieurs, hein, sur le marché. Le premier point déjà, c'est de garder à l'esprit que les solutions de base fournies avec les services ne sont pas suffisantes et ne protègent pas en tout cas contre tout ce qui sera analyse d'URL, analyse de pièces jointes. Il faut une protection plutôt sur ce qu'on appelle les menaces connues et pas contre les menaces inconnues. Donc c'est plutôt ajouter un complément qui va permettre d'aider à traiter cette partie-là sur les menaces inconnues, qui va aider notre utilisateur en analysant les liens sur lesquels il va cliquer. Et à chaque fois qu'il va cliquer sur le lien, ce lien va être analysé. Donc ça, c'est amener une première réponse là-dessus. Analyser les pièces jointes également que va recevoir notre utilisateur. Ça va être dur de se méfier des fois d'un fichier qu'on va recevoir d'un collègue ou d'un partenaire externe avec lequel on travaille. L'idée, c'est d'amener une solution qui va, pareil, analyser ces pièces jointes pour aider mon utilisateur. Certaines solutions pourront aller un petit peu plus loin et amener une protection plus large sur les environnements collaboratifs comme 365. Il pourra amener également une protection sur les documents que vous déposeriez sur les espaces collaboratifs et également sur les liens qu'on dépose dans Teams. Finalement, Teams étant également très utilisé, que ce soit en communication interne et externe, même les liens maintenant diffusés dans Teams peuvent être également protégés et analysés à chaque clic. Donc plusieurs solutions existent sur le marché, on en a référencé 2, nous classiques. La solution de chez Microsoft s'appelle Defender pour Office 365 et une solution tierce d'un partenaire qui s'appelle Vade pour Microsoft 365, qui appartient à un éditeur français. Donc première étape, se protéger contre le phishing. La deuxième étape, ça va être protéger mon identité. On a tous cette problématique du mot de passe faible. Des fois, on en rigole, c'est pour ça que j'ai mis la petite photo avec le post-it. Hein. Teddy m'en faisait part il y a 15 jours en allant au Leclerc d'Atlantis, de voir qu'au poste situé à l'accueil, en se penchant un peu finalement, sur les écrans sont présents de magnifiques post-it avec les jolis mots de passe pour accéder sûrement à différents services. Donc on y fait tous face, que ce soit les organisations grosses ou petites, finalement, ce joli post-it multicouleur avec lequel on peut faire aussi des jolis dessins sur les fenêtres, sert à positionner les mots de passe. Comme ça, quand je suis en congé, mon collègue peut accéder à mon poste et traiter des choses. C'est super important. Première solution, on peut utiliser des mots de passe complexes en mettant une stratégie de mot de passe un peu dure, un peu rugueuse. Alors, je me suis amusé.
Voilà, un mot de passe complexe. Avec celui-là, on est bien, hein. Il faudra très longtemps avant de le craquer. Le souci, quand je l'ai partagé à Teddy, il me fait: «Ouais, mais faut pas le retenir ton mot de passe». Ben, c'est vrai, mais il est complexe, déjà, et tu pourras pas le craquer facilement. Mais moi, je vais avoir du mal à m'en souvenir aussi. Donc finalement, je vais avoir fait un mot de passe complexe pour lequel, je vais avoir du mal à le retenir, et je vais réutiliser un joli post-it pour changer. Je pourrais être un rose ou un vert. Ça restera problématique. On a aussi capacité quand même, quand on met des stratégies de mot de passe, en plus avec certaines solutions, d'amener également des solution d'exclusion de mot de passe. En gros, tout ce qui est mot de passe qui est connu sur internet, on peut faire en sorte que notre utilisateur, si jamais il le saisisse, bien qu'il puisse être complexe, l'exclure en fait, parce que ce mot de passe est déjà connu des robots. La deuxième solution va être l'utilisation des doubles facteurs. Ça, tout le monde le connaît maintenant, l'utilisation des doubles facteurs. On l'utilise pour valider un paiement en ligne via notre banque, pour accéder à nos comptes mail personnels également. De plus en plus, ça reste assez simple, même pour des applications de jeux vidéo. Voilà, si je veux accéder à mon compte de jeu, j'ai besoin d'un double facteur pour éviter de me faire voler mes jeux et mes personnages. Ça reste important, et finalement, c'est quelque chose qui est simple et efficace à mettre en place. Première raison, c'est qu'à la rigueur, que le mot de passe soit complexe ou non, on va proposer un deuxième point de vérification. C'est surtout ça qui va être intéressant, c'est que ça va nécessiter une action manuelle pour valider mon authentification via, de façon assez classique, le smartphone. Ça peut être d'autres choses, que le téléphone, mais c'est vrai que le smartphone est le périphérique le plus utilisé pour ces besoins-là. Ça peut également être utilisé avec des clés tierces en fait, voilà, qui vont permettre de valider l'identification, soit en étant connecté au PC. Elles peuvent demander une présence de la personne, ou également faire une validation de l'empreinte digitale. Voilà, donc plusieurs hard tokens ou soft tokens en fait, qu'on peut appeler comme ça, qui peuvent également traiter ces besoins-là d'authentification double facteur. Et là, je réponds à un besoin de mon utilisateur. Bon, ton mot de passe, on va un petit peu le complexifier, pas trop. Le but, c'est que tu le retiennes et que tu le mettes pas sur un post-it. Et puis, on va te faire un petit truc simple sur ton téléphone, comme tu sais utiliser avec ta banque. Ça sera pareil, et puis on sera tous contents et sécurisés. Ça sera pas mal. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Pour rappel, vous avez un premier niveau de double facteur qui est inclus gratuitement dans toutes les licences Office 365. Voilà. Il y aura des fonctionnalités après plus poussées, sur des scénarios un petit peu plus complexes, plus précis à mettre en place, qu'on peut avoir avec des licences après complémentaires sur Azure AD Premium P1. Le MFA, c'est bien, mais on voudrait aller encore plus loin. Alors, on peut le faire après sur tout ce qui serait suivi en fait des conditions d'accès au service. Finalement, dans quelles conditions je vais octroyer à mon utilisateur l'accès au service, à l'application. Première étape, donc déjà, on va pouvoir se baser sur de l'analyse comportementale de mon utilisateur. Déjà, avoir référencé en fait qui il est, d'où il se connecte classiquement. Voilà, c'est un responsable de compte, et plutôt que tendance à se connecter depuis Nantes. Sa dernière connexion date de 5 heures. Donc j'ai déjà des éléments en fait sur son activité, qu'il est, d'où il se connecte, quelle est sa dernière connexion. Je peux avoir également des autres points de validation. Ça pourrait être: je veux ajouter une conformité de vérification sur le poste qu'il va utiliser. Ça peut être une des conditions pour lesquelles je vais vous donner ou pas accès à une application. Est-ce que la configuration utilisée est sûre ou pas? Est-ce qu'il utilise un adresse IP anonyme? Est-ce qu'il vient d'un pays extérieur? Voilà, on voit ici la connexion, en fait, localisation qui est inconnue pour l'utilisateur. Il se connecte depuis l'Asie. On aurait pu même être plus près. Il a l'habitude de se connecter à Nantes, et il tente de se connecter depuis Toulouse. Pour être aussi incohérent, finalement, il s'est jamais connecté depuis Toulouse. Il y a un comportement qui est anormal. Mon périphérique est compromis. On a détecté sur le poste une activité malicieuse. Ça peut également, voilà, être un vecteur en fait d'évaluation du niveau du risque. À quel moment, en fait, par rapport à ces différents éléments, en analysant le comportement de mon utilisateur, en ayant des vérifications de conformité, soit au niveau du périphérique, la localisation où il se connecte, comment je vais pouvoir être en capacité d'évaluer le niveau de risque de la connexion de mon utilisateur? Est-ce qu'il va être faible, et dans ce cas, je lui donne accès? Est-ce qu'il va être moyen, et je vais quand même commencer à définir peut-être une imposition de connexion par MFA à mon utilisateur? Ou je peux directement, je définis que le risque est très élevé, et je peux carrément, pourquoi pas, lui bloquer l'accès, voire même lui bloquer son compte,
directement. J'ai été en capacité de réagir en fait par rapport à des conditions et des événements que j'aurais pu analyser. Et vous avez bien sûr en plus des rapports qui sont donnés. Nous, on l'utilise. En fait, on a un rapport par semaine sur l'état voilà, de risque de nos utilisateurs. Est-ce que certains en plus sont sensibles à des attaques par brute force et les comptes ont énormément de tentatives de connexion depuis différents pays, avec la liste des pays listés. Ça peut permettre d'agir. Tout ça, l'idée, c'est d'intervenir sur d'aider mon utilisateur sur l'accès au service. Est-ce que je suis capable de vérifier, en fait, en tout cas, la conformité et le risque l'utilisateur se connecte. Je pourrais très bien également lui limiter l'accès. Limiter l'accès, ça pourrait être, tu ne réponds pas à tous les critères, tu te connectes bien depuis Nantes, mais avec un PC qui n'est pas de l'entreprise, mais personnel. Je veux bien te donner accès aux applicatifs de l'entreprise, par contre, de façon limitée. En prenant l'exemple, par exemple, je vais empêcher le téléchargement de documents sur ton poste personnel. Tu ne pourras pas les consulter en mode web, mais tu ne pourras pas les télécharger. Voilà, différentes actions qu'on va pouvoir enchaîner pour amener et sécuriser en tout cas l'accès au service. Donc là, on va un petit peu plus loin. Le principe étant, par exemple, avec ce type de fonctionnement, de se dire quand vous êtes sur un des sites de l'entreprise, la condition étant que les adresses IP étant bien connues et définies, je vais t'autoriser l'accès sans MFA. Quand tu seras en dehors de ces sites-là, je vais t'imposer le MFA. Je vais pouvoir avoir différentes stratégies pour définir de quelle façon l'utilisateur pourra accéder aux différents services. Là, on va monter un petit peu plus en gamme de licences. On aura des fonctionnalités dans l'Azure AD Premium P1, voire d'autres dans le P2. Dès que je voudrais faire la conformité sur le poste, il faudra que j'ai la gestion du poste. Donc, il me faudra Microsoft Intune pour le gérer. Et plutôt que de prendre après des licences à l'unité, je peux aller également sur des bundles de licences chez Microsoft. Certains cas peuvent être plus intéressants sur le Enterprise Mobility et Security en E3 ou E5. Donc voilà, différents moyens de répondre aux différents sujets. Sur la partie maintenant protection des périphériques, un point finalement des fois qui est un petit peu galvaudé. Surtout dès que le poste est en mobilité, et c'est encore plus vrai avec le télétravail, les postes sont partis en nature, on ne les gérait plus, c'était un blackout total, pas de gestion des mises à jour, et là bien sûr, petite alerte, faille 0 day, ça c'est cadeau, hein, pas de mise à jour des Windows, et les failles sont nombreuses. Donc ça c'est les problématiques. La solution, c'est d'avoir une gestion finalement des périphériques, hein, soit PC et smartphone hein, pour les gérer. Et l'idée, c'est de pouvoir te faire quoi? Déjà, gérer mes périphériques, hein, avoir des stratégies de sécurisation, c'est un peu l'équivalent des GPO que vous pouvez utiliser actuellement. Comment limiter l'accès à certaines briques dans mon système d'exploitation. Gérer les mises à jour Windows, s'assurer que voilà, le poste est bien maintenu à jour et pas attendre que le poste revienne dans l'entreprise pour le mettre à jour. Comme ça, quand il revient avec des copains pour polluer le réseau. Voilà, donc ça, c'est le point important. Gérer l'antivirus, ça c'est quand vous voulez utiliser Windows Defender. Quitte à l'utiliser pour le manager, vous pouvez le manager en centrale et ça va être fait par les outils Microsoft. On pourrait également avoir capacité à déployer des applications. Gérer la mise à jour d'applications tierces. Ça, c'est un add-on par contre à ajouter. Et puis également faire de la préparation du poste rapide, ce qu'on appelle autopilote. Vous avez peut-être entendu parler un petit peu de cette fonctionnalité-là. L'idée étant d'avoir le poste sorti du carton qui est préattaché en fait à votre environnement 365. L'utilisateur saisit au démarrage de Windows son identifiant et mot de passe de l'entreprise. Il ne peut pas en saisir d'autres. Il ne peut pas saisir un compte personnel. Il fait suivant. Le poste étant connecté à Internet. Le déploiement va s'opérer. Il va avoir ces petites applications d'installer. Le poste sera prêt sans que vous ayez besoin de le voir passer par le SI. Ça peut marcher voilà, assez bien. On a fait quelques années maintenant des projets sur cette partie-là, autopilote. Hein. Un peu sur le principe de déploiement des tablettes Apple. Apple est assez précurseur sur ce domaine-là. Comment s'assurer qu'une tablette Apple est préassociée à mon environnement. Deux solutions, donc Microsoft Intune, qui est une solution plutôt cloud hein, chez Microsoft, hein, et après une solution que j'appelle Microsoft Endpoint Manager, une solution là beaucoup plus large qui va embarquer Intune et la partie également Endpoint Manager en local, plutôt pour les entreprises et les structures de plus grosses envergures qui vont être intéressées par ce sujet-là. On aura des choses plus fines possibles à ce niveau-là. L'idée, c'est de bien voir en fait que les deux peuvent être combinés. Voilà, en termes de solutions proposées, point important sur la gestion du périphérique. Deuxième point, après, ça va être sur la partie
la protection de ce qui se passe sur notre poste et sur l'antivirus. On a des super antivirus qui nous protègent bien sur ce qui est connu. Mais ce qui est connu, le pirate, finalement, il s'embête pas trop à l'utiliser, va plutôt aller sur des éléments qui ne seront pas connus des antivirus. Et l'idée, c'est de contrer cette autre problématique, c'est que mon antivirus n'est pas capable d'interpréter un comportement qui est anormal en fait sur le PC. On prend en l'occurrence l'exemple, on avait la petite pièce jointe qui avait ouvert notre utilisateur, un petit code s'exécutait, l'antivirus ne l'a pas forcément vu. Et là, c'est de voir comment on pourrait contrer cette première brique. Les solutions existent, il y en a plusieurs sur le marché en ce moment, c'est plutôt en vogue. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà de déployer, ce qu'on va appeler tout ce qui est les solutions de EDR ou XDR en fait. Donc, Endpoint Detection and Response. Donc, c'est tout ce qui va être détection de comportements anormaux, voilà, la réponse également à un incident qu'on sera en capacité de proposer. En fonctionnalité, c'est quoi? C'est déjà d'amener une surveillance sur nos périphériques, d'aller également plus loin que ce que va proposer l'antivirus, de détecter ces comportements anormaux et ces nouvelles menaces, tout ce qui serait failles 0D, en fait, qui ne sont pas encore corrigées finalement sur le PC, parce que la faille est juste connue, donc pas encore patchée. Comment je peux détecter un comportement normal sur le poste? Comment je suis en capacité, si je le détecte, de réagir à cette attaque? Parce que c'est bien de le détecter en levant le drapeau, en disant rien ne va là, l'attaque démarre. Ben, comment je vais réagir et pouvoir bloquer le malware et comment je vais pouvoir isoler le poste en fait du réseau de façon assez rapide. Ça, selon les outils, on peut le faire soit en automatique, soit en attendant une opération manuelle des équipes IT. Mais ça peut très bien être une stratégie également automatique. Des capacités également de faire un rollback du PC infecté. Ça, c'est possible avec certaines solutions qui ont capacité à pouvoir opérer un retour arrière. Donc ça utilise les snapshots sur Windows. Ça peut marcher sur des PC ou des serveurs. Attention quand même sur la partie base de données, mais voilà, ça vous permet de revenir à un état antérieur et de restaurer des fichiers qui auraient été complètement cryptés, de revenir à leur état avant cryptage. Et l'idée également, c'est de vous permettre d'analyser l'attaque. Qui a été infecté, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est déroulée, et vraiment vouloir d'opérer une vue globale. Les solutions après XDR vont un petit peu plus loin, elles vont pas se cantonner qu'au endpoint. En fait, l'idée c'est d'analyser également un peu plus loin ce qui se passe sur le réseau, ou d'identifier après tout ce qui serait ce qu'on appelle les déplacements parallèles, déplacements sur les différents périphériques, voilà, qui pourraient s'opérer, vous donner une vue plus complète en fait sur l'attaque en elle-même, ne pas rester figé que sur le endpoint, mais voir ce qui s'est passé au niveau la protection de la messagerie, sur le endpoint, sur le réseau. Une vision plus globale sur l'approche XDR. Il y a deux solutions qu'on propose nous sur ces parties-là. Une solution de chez Microsoft, qui s'appelle Microsoft Defender for Endpoint, qui dans l'idéal quand même vient se mettre en complément de Windows Defender. Une autre solution d'un éditeur tiers qui s'appelle SentinelOne, solution qui est assez connue sur le marché et qui est très bien présente sur les différents rapports Mitra-Attack ou Gartner, voilà, qui a une approche de protection qui va opérer les deux, c'est-à-dire qui va faire antivirus et EDR sur votre poste, et qui va donner surtout une interface qui était assez simple d'utilisation pour le service informatique. L'interface est plutôt bien faite et épurée, qui permet d'opérer les actions et surtout de comprendre ce qu'il se passe sur le parc. Voilà. L'idée étant d'avoir quand même une solution qui est exploitable et non pas une boîte noire sur laquelle je ne comprends bien aux différents rapports qui s'y passent. Voilà, solution assez pertinente. Deux solutions qu'on peut proposer sur cette partie-là. Il y en a d'autres sur le marché. L'idée, en fait, c'est d'aller plutôt sur des acteurs, les acteurs historiques de l'antivirus sont pas forcément les mieux positionnés, en tout cas sur ces nouvelles menaces. C'est plutôt des nouveaux acteurs qui sont présents sur le marché quand même depuis quelques années, qui sont plutôt mieux positionnés sur les capacités d'analyse. Une fois qu'on a on s'est protégé contre les attaques par phishing, on a protégé nos identités, on a protégé notre poste, on est plutôt pas trop mal. On n'est toujours pas à l'abri, en fait, finalement, de pouvoir d'être attaqué. Autre point, ce serait la protection des données. Protection des données, pourquoi? Pour rappel, les données dans Office 365 ne sont pas sauvegardées. Des fois, c'est un petit point qu'on oublie, il n'y a que de la rétention qui est faite, entre 60 à 90 jours. Au-delà de ça,
les données ne sont pas restaurables. Et vous êtes les responsables de vos données. Ce qui est important à prendre en compte en termes de stratégie, de la même façon qu'on l'opère sur le système d'information en local, bah, c'est de mettre en place une solution de sauvegarde pour protéger mes données et avoir capacité à les restaurer. C'est des cas qu'on rencontre assez couramment, mais sans même parler finalement de cyberattaque. C'est, bah, ouais, on a eu une suppression d'un site SharePoint là, on savait pas trop qu'en fait les gens ils l'utilisaient. Puis maintenant ils se mettent à faire du Teams, mais on a un petit peu ouvert les accès et on savait pas trop qu'ils stockaient des documents là. Puis apparemment en fait c'est des documents sensibles. Et puis ben on savait pas trop, mais en fait c'était pas sauvegardé. Et puis on peut pas les restaurer. C'est des choses, des petites histoires qu'on entend assez régulièrement. Voilà. Important quand même de prendre en compte cette dimension, certes qui a un coût financier, mais qui permet bah, voilà, de sauvegarder vos documents et les mails, hein. Avoir une stratégie de rétention qui va être un peu plus longue, c'est d'aller au-delà 30 à 60 jours, mais d'avoir par exemple 1 an, 3 ans, 5 ans, jusqu'à 7 ans, en fait, vous pouvez avoir comme ça de rétention de données avec des solutions de sauvegarde. Et vous avez surtout capacité comme ça de pouvoir les restaurer. Deux solutions sur le marché qui sont bien connues. Vim Backup, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, il y a une solution qui est dédiée aux sauvegardes Office 365. Donc, c'est une solution à installer, hein, soit chez vous, soit dans un cloud. C'est à vous de l'installer, de la configurer. Une autre solution qui est plutôt en solution SaaS, hein, vous allez avoir Carbonite Backup pour Office 365. Là, ça va être une solution clé en main. Vous payez un service, vous n'avez pas d'installation, en tout cas de serveur à opérer. Vous payez un service connecté à votre environnement 365. Et après, c'est parti pour la sauvegarde des données. Voilà, beaucoup plus simple en termes de prise en main et d'exploitation. Deux solutions voilà, qui répondent à différentes attentes ou besoins qu'on a pu rencontrer chez des clients. La sauvegarde de la donnée qui va être importante. La partie sensibilisation et formation des utilisateurs, ça reste toujours un élément qui finalement va être clé. Ça, à chaque fois, c'est par maladresse ou par méconnaissance que notre utilisateur aura finalement cliqué sur le lien ou ouvert la pièce jointe. Donc l'idée, ça va être de l'accompagner sur déjà lui expliquer pourquoi un mot de passe qui va être de 5 caractères, c'est complexe pas très dur pour un pirate en tout cas à trouver. Donc pourquoi aller sur des mots de passe complexes, hein. Pourquoi être méfiant? Ça lui servira à titre professionnel, hein, au quotidien, mais également à titre personnel. Pourquoi être méfiant en fait lorsqu'il reçoit des mails? Comment essayer d'analyser si un mail peut être bon ou non? Voilà, c'est des éléments sur lesquels il peut être accompagné. Il y a différents moyens de le faire. Ça peut être par des petites campagnes d'auto-formation, des ateliers de prévention. On peut aller également sur des campagnes de phishing, des campagnes test en fait, où on va pouvoir avoir comme ça un rapport. Et puis pouvoir un petit peu mieux cibler également nos utilisateurs à aller principalement à accompagner, sur lesquels il faudra être un peu plus présent en termes d'accompagnement et lesquels il faudra développer la méfiance. Voilà, différents moyens. Il y a des outils qui peuvent être intégrés dans des licences 365, des outils tiers également qui existent sur le marché. Et c'est vraiment là-dessus que ça va être que l'effort peut être fait également pour amener également une couche complémentaire. Pour synthétiser là, ce qu'on a vu en fait, hein, l'idée c'est de bien garder en tête que c'est vous les responsables de la sécurité de vos données. Voilà, faut pas croire que également que les solutions en tout cas que vous mettez en œuvre, qui sont mises en œuvre, vous sécurisent complètement. On sait, hein, bien sûr que les développeurs après chaque éditeur, constructeur, ils font en sorte à chaque fois de mettre à jour leur code, corriger les failles, mais ils corrigent les vulnérabilités une fois qu'elles sont connues et diffusées. Quand elles sont connues et diffusées, elles ont pu souvent déjà être exploitées, ces failles de sécurité. Toujours garder à l'esprit qu'on n'est pas sécurisé à 100%, on a beau tout mettre et investir massivement, on n'a genre, dans tous les cas jamais une protection à 100%, mais l'idée, hein, c'est ce qu'on disait au début, c'est finalement comment épuiser en fait notre attaquant qui se disent c'est hyper compliqué de rentrer chez eux. Moi, l'idée, c'est quand même de gagner de l'argent assez rapidement. Si je dois passer énormément de temps à rentrer, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je vais pas aller sur leurs voisins plutôt? Donc voilà. Et après, donc c'est bien à vous, hein, revient que la responsabilité de configurer et de protéger le SI et d'anticiper la réponse à incident, hein. Premier niveau de réponse étant avoir la capacité à pouvoir restaurer mes données quand le cryptage aura eu lieu.
comment je peux évaluer mon niveau de sécurité? Parce que là, on a vu comment on pouvait se protéger, mais comment je peux évaluer, moi, mon niveau de sécurité? Alors, plusieurs éléments, plusieurs étapes, en tout cas, plusieurs audits peuvent être réalisés pour essayer d'évaluer mon niveau de sécurité. Le premier, en fait, qu'on recommande fortement, c'est l'audit de maturité du SI, hein, qui est basé sur le référentiel de l'ANSSI, hein, le guide d'hygiène de sécurité, qui est vraiment là pour se permettre d'avoir une vue globale de la sécurisation de mon système d'information et qui vont vous permettre, en fait, de cibler les axes prioritaires pour améliorer la sécurité de mon système d'information. Ça vous permet d'avoir un plan d'action et de définir comme ça les étapes pour sécuriser mon SI. Je sais que certains d'entre vous qui participent l'ont déjà suivi, l'ont appliqué, ont évolué fortement justement sur la sécurité de leur SI et en rendant compte à la direction également, ça permet de faire une restitution sur tous les axes d'amélioration qui ont pu être mis en place, associés aux investissements que vous avez pu opérer, parce que l'investissement n'est pas neutre dans la sécurité. Mais là-dessus, c'est vrai que c'est un élément qui est très intéressant, en tout cas en point de départ. Vous avez également capacité à faire un audit de sécurité 365. Ça, on se base sur des éléments qui sont intégrés dans la plateforme. Tout ce qui va être Secure Score, par exemple, sont des points de départ pour effectuer une analyse et définir des plans d'action d'amélioration de la sécurité sur l'environnement 365. On aura également tout ce qui est audit de l'Active Directory. C'est que c'est un des éléments aussi principaux une fois que l'attaquant est entré pour exploiter les failles. Donc l'idée, est, certaines entités, en tout cas, services d'État, ont des audits très récurrents opérés par l'ANSSI. On peut réaliser voilà, des audits de sécurité de l'AD. Il y a des logiciels qui permettent de le faire et qui permettent d'identifier les failles connues, des chemins de compromission également qui peuvent être assez courts dans certains cas. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour après mieux sécuriser également mon Active Directory au sein de mon système d'exploitation. Après, tout ce qui pourrait être également audit de disponibilité du système d'information. Est-ce que je suis bien conforme en termes de plan de sauvegarde, isolation de mes sauvegardes en cas d'attaque, externalisation des sauvegardes? Est-ce que j'ai un plan de reprise d'activité? Est-ce que j'ai un plan de continuité d'activité? Voilà. Donc, évaluer cette partie-là pour s'assurer qu'on est bien en conformité avec les attentes de la direction et actuellement, quel est notre état? Parce que si je n'ai pas des capacités d'investissement, bien quand même en capacité d'évoquer quel est l'état actuel et le faire savoir pour potentiellement débloquer des budgets si la direction souhaite avoir un niveau de reprise d'activité ou de continuité d'activité plus poussé. Autre point qui est possible, c'est les tests d'intrusion. Alors pour que ça soit efficace, un test d'intrusion, il faut quand même avoir quelques éléments de sécurité en place, hein, sinon ça va être assez facile de rentrer. Mais l'idée par ce biais-là, ce test d'intrusion, c'est de mettre finalement de voir l'état de comportement des différentes solutions de sécurité déjà en place et d'évaluer déjà le temps nécessaire pour corrompre et compromettre en tout cas le SI. Voilà, et identifier potentiellement des failles qui resteraient à combler. Voilà, 5 grands éléments. Et puis d'ailleurs, pour rappel, ce que j'en discutais hier avec un client, on voit un retour à la bande de sauvegarde plus en plus présente pour avoir des capacités d'externalisation. C'est vrai qu'on a l'impression de revenir un petit peu 10 ans en arrière, mais finalement, cette bonne vieille bande qui est présente depuis de nombreuses années, qui permet quand même maintenant d'avoir des fortes capacités dessus, reste un élément assez clé, et en tout cas vraiment déconnecté des réseaux pour stocker de la sauvegarde. Voilà, ça peut être un énième point en tout cas d'externalisation de la sauvegarde. La bande revient fortement sur le devant de la scène. Pour conclure, les principaux éléments en fait pour améliorer ma sécurité dans mon SI, on l'a vu hein, déjà, évaluer mon niveau de sécurité, ça va être un premier point. Où j'en suis, pour identifier mes priorités et l'ordre de protection. Protéger l'authentification, tout ce qui va être l'identité de mon utilisateur. Sensibiliser mes utilisateurs également aux cyberattaques. Identifier un mail, être méfiant, alerter le service informatique si j'ai un doute. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais c'est un bon moyen quand même d'appeler le service informatique si on a un doute. Vaut mieux alerter pour info positive plutôt que de ne pas prévenir et cliquer. La protection des périphériques, ça c'est vraiment un des enjeux très importants aujourd'hui, de ne pas rester qu'avec
un simple antivirus qui ne voit pas ce qui se passe sur ces nouvelles attaques. La sauvegarde de vos données pour avoir la capacité à restaurer et bien sûr amener une protection contre le phishing. On ne peut pas rester sur les solutions standards et intégrées de base. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez éventuellement avoir plus d'informations sur les solutions qui sont proposées pour évaluer votre niveau de sécurité. Il faut savoir qu'effectivement, les attaques sont de plus en plus nombreuses, complexes, et elles évoluent constamment. Donc forcément, la sécurité de votre SI, des data, des périphériques doivent aussi évoluer. Donc, on pourra forcément vous aider là-dessus sur cet accompagnement. Pareil, hein, si vous voulez des présentations un petit peu plus poussées, parce qu'on a passé rapidement plusieurs solutions, hein, plusieurs technologies, si vous voulez voilà, qu'on réaborde de façon un petit peu plus poussée en détail des technologies spécifiques, hein, n'hésitez pas également, c'est quelque chose qu'on peut organiser en présentiel ou distanciel, voilà, en one-to-one. C'est quelque chose qu'on peut faire, hein, pour aller un petit peu plus loin voilà, sur des tests de solutions. N'hésitez pas aussi, j'en ai pas reparlé, j'ai oublié de mettre la slide dessus. Je sais qu'il y a des financements maintenant qui sont de nouveau disponibles par Microsoft pour des POC sur la partie sécurité. Par contre, je crois qu'il y a une limite à 400 utilisateurs sur cette partie-là pour obtenir les financements. Alors, sachant en tout cas qu'il y a des ouvertures sur sur ces aspects-là côté Microsoft. Et les autres éditeurs qu'on a pu citer également sont disponibles, hein, si besoin, voilà, pour échanger, pour vous permettre aussi d'évaluer leurs solutions sur des POC. C'est tout à fait possible. Merci Mathieu, merci Teddy. Et puis voilà, si on a des questions sur l'échange suivant, je transmettrai. Bonne journée à vous. Merci à tous. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.